Parlons d'arithmétique et notamment d'algèbre modulaire. On va définir la notion de congruence modulo. Donc on va dire que 29 par exemple congrue à 9 modulo 5. Pourquoi? Parce que 29 c'est un multiple de 5 plus 9. 29. On peut l'écrire comme 4 fois 5, donc c'est un multiple de 5 auquel on va ajouter 9. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas la seule congruence qu'on peut écrire. On peut écrire aussi 29 congru. Troisième notation, congru également. 5 fois 5, c'est 25. 4 modulo 5. Parce que 29, c'est un multiple de 5 auquel on peut ajouter 4. 5 fois 5, 25, plus 4, c'est 29. Voilà. Donc la notion de congruence, on dit 29 congrué à 9 modulo 5 parce que 29 moins 9, c'est un multiple de 5. Et de façon générale, A congru à B modulo, A congru à B modulo, par exemple, 6, si A moins B, multiple de 6, donc égale une certaine constante. M. Voilà. Et la congruence, on la note. Bon, au lieu d'écrire lourdement comme ça, congru à 9 modulo 5, on peut juste écrire égal 9 modulo 5. Ou utiliser cette notation, également qui est acceptée. C'est celle la plus utilisée en fait. Sauf que sur un fichier informatique, c'est pas tous les logiciels où vous pouvez trouver ce symbole. Donc, on va beaucoup plus travailler avec cette notation. Voilà donc la notion de congruence. Ici, 17, est-ce qu'il est congru à 5 modulo 4? Je fais 17 moins 5, ça me donne 12. Et 12, c'est un multiple de 4. Donc oui, 17 est congru à 5 modulo 4. 34, est-ce qu'il est congru à 9 modulo 5? 34 moins 9, c'est 25. Ben oui, 25, c'est un multiple de 5. C'est bon. Donc on va dire que A et B, A est congru à B modulo M si la division de A et B, la division euclidienne donne le même reste. Propriété importante. Donc j'ai dit 29 congru à 9 modulo 5. Si je divise 29 sur 5, c'est quoi le reste? On peut avoir... Le reste sera 4. Si je divise 29 sur 5, on va avoir un reste égal 4, division euclidienne. Si je divise 9 par 5, on va avoir un reste égal 4. Donc ils ont le même reste. Voilà, donc ils ont le même reste. En gros, on pourrait dire que A congru à B modulo C, AB c'est des entiers, si la division de A sur C et B sur C donne le même reste. C'est ça qui est écrit là. Donc A est congru à B modulo M. Si la division de A et B sur M va donner le même reste. Par voie de conséquence, il existe M classe. Pour chaque division sur M, il va exister M classe de nombre, M classe d'entier. En termes de congruence modulo. C'est-à-dire, on pourra prendre tous les nombres qui ont le reste 0, lorsque je les divise sur M, tous les nombres qui ont un reste 1, tous les nombres qui ont un reste 2, tous les nombres qui ont un reste M-1. Les nombres qui ont un reste égal M, ça n'existe pas, parce que c'est M, je suis en train de diviser par M, donc je le divise tout simplement, j'obtiens 0. Le nombre qui a un reste égal 0,
s'écrivent tous 0, m, 2m, etc. Les nombres qui en restent 1, c'est 1, 1 plus 1, 2m plus 1, etc., etc. Ainsi, ici, on a obtenu tous les entiers positifs qu'on a mis dans des classes, dans m classes exactement. Ce sont les classes modulo m. Donc on peut ajouter les entiers négatifs, on a parlé juste des entiers positifs, on peut ajouter les entiers négatifs à cet ensemble, suivant la même règle, c'est-à-dire en ajoutant des multiples de m, quitte à ce que ce soit des multiples négatifs. Donc en prenant m, donc, on va noter donc l'ensemble des classes modulo m, on va le noter Zm. Par exemple, donc, si on veut les négatifs, donc ici on a 0, 4, 8 par exemple. Ceux qui admettent aussi 0. Ici par exemple, si on intéresse à la division par 4, on peut ajouter moins 4, moins 8, moins 16, etc. Eux aussi, ils ont un reste égal à 4 à 0, en quelque sorte en le divisant par 4, etc. Donc, on va voir ça. On peut, pour essayer de voir en fait ici, on peut juste retrancher, par exemple 1 moins 4, ça donne moins 3. Ici, parce que je vais ajouter des nombres négatifs, on peut ajouter moins 3. Pourquoi? Parce que moins 3, je peux lui ajouter 4, ça donne 1. Et 1 divisant par 4, ça donne 1. Donc on est vraiment dans la classe 1. 5, je peux retrancher 4, j'obtiens 1, mais je peux retrancher 8, j'obtiens moins 3, je peux retrancher un autre 4, j'obtiens moins 7. Donc la classe 1 va contenir également moins 3 et moins 7. Parce que moins 7, si je lui ajoute un multiple de 4, par exemple je lui ajoute 8, j'obtiens 1, un entier positif. Et la division de 1 sur 4, ça donne 1, donc je suis toujours dans cette classe. Donc cette classe, si je veux lui ajouter des nombres négatifs, je peux l'écrire en quelque sorte moins 7. On peut mettre des points ici. Puis moins 7, moins 3, moins 3, 1, 5, etc. Alors, mais on travaillera beaucoup plus avec les entiers positifs. Voilà, donc quelques exemples. 63 modulo 11. Donc en divisant 63 par 11, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Donc 11 fois 5, c'est 55. On peut écrire, c'est 8 modulo 11. On peut utiliser cette notation, égale 8 modulo 11. C'est pas l'unique, c'est pas l'unique, je peux dire aussi c'est 29 modulo 11, etc. Donc on va garder un reste plus petit que 11, on va écrire 8, de préférence 45 par 7. 7 fois 6 c'est 42, donc égale 3. Modulo 7. En gros, 45 moins 3, ça donne un multiple de 7. 34 modulo 6. Donc ainsi, même raisonnement, vous mettez la capsule en pause et vous essayez de continuer le numéro. Ensuite, vous comparez vos résultats. Voilà, donc vous avez le résultat. Vous avez remarqué ici, j'ai pas écrit modulo, mais j'ai écrit le nombre entre crochets. C'est la notation du modulo, sauf que la vraie notation, on devrait mettre comme ça, pas le signe égal, mais 3 traits comme ça, pour dire congru modulo. Donc ici, il y a juste le mot égal, mais il n'y a pas de risque de confusion. On va comprendre que c'est modulo. Parlons maintenant de l'arithmétique modulaire, c'est-à-dire comment faire les additions, les multiplications, les soustractions, etc. à l'intérieur de ces classes de nombres. Si je prends un nombre qui admet une division, qui admet un certain reste, bien qui est égal, par exemple, si on prend 23 mod 5, un nombre qui est égal à 23 mod 5, plus un nombre qui est 34 mod 5. En quelque sorte, un nombre dont le reste, en le divisant par 5, c'est 23, ou alors
qui est un multiple de 5 plus 23, un multiple de 5 plus 34, eh ben, il suffit d'additionner ça. Donc, d'additionner les multiples de 5 en quelque sorte, ça sera toujours modulo 5. Donc, ça va être égal à 57 modulo 5. En plus, le 57, on peut le simplifier aussi, puisque c'est un multiple de 5 plus 2. 5 fois 10, c'est 50. 5 fois 11, c'est 55, il va rester 2. Voilà, donc en quelque sorte, on additionne, on peut additionner, ensuite on peut simplifier. Mais on peut également simplifier avant d'additionner, par exemple 23 modulo 5, 23 c'est 3 modulo 5, vu que 23 c'est 20 plus 3, et 20 c'est un multiple de 5, 34 modulo 5 c'est 30 plus 4, 30 c'est un multiple de 5, et 34 donc c'est égal à 4 modulo 5. On les combine, 4 plus 3 ça donne 7 modulo 5, on simplifie une deuxième fois, pour obtenir 2 modulo 5. Je voulais juste faire remarquer ici la présence de barres au-dessus du chiffre, pour dire que ce n'est pas vraiment le nombre 0 ou le nombre 1, mais c'est toute une classe de nombres. Parce que si on met juste 1, on peut croire que c'est le nombre 1. Si je mets une barre au-dessus, on pense que c'est la classe 1. C'est la classe de tous les entiers, dont le reste, en le divisant par 4, ça fait 1. Voilà ce que ça veut dire. Et on peut noter, donc s'il y a un nombre A, qui a en fait une classe de nombres, s'il existe un autre nombre tel que leur produit donnera 1, donnera la classe 1, donnera un nombre dont le reste de la division 1, on va dire que ce nombre qui existe, c'est l'inverse du premier nombre. Donc on va noter A bar moins 1. Et donc le produit ici, ça va donner 1. Ça va donner des nombres dont le reste de la division va être égal à 1. Donc on peut construire des tables, une table modulo, donc avec Z5, c'est-à-dire tous les nombres, toutes les classes de nombres modulo 5. On voit, il y a les nombres dont le reste de la division c'est 0, d'autres dont le reste c'est 1, et jusqu'à 4. Si je veux additionner, c'est tout ce qu'il y a comme nombre. Il y a jusqu'à 4 classes, 5 classes. Maintenant, si on veut additionner ici, je prends un nombre dont le reste de la division c'est 0. C'est-à-dire c'est directement un multiple de 5. J'ajoute un multiple de 5, et bien le résultat sera un multiple de 5. Donc ça sera toujours 0 modulo 5. Pareil, si je prends un nombre dont le reste c'est 1, et je l'ajoute à un nombre dont le reste c'est 0, ben on aura 1. Pareil pour 2, 3 et 4. Maintenant, admettons, je prends un nombre dans la classe 2, c'est-à-dire dont le reste de la division par 5 c'est 2. Je lui ajoute un nombre dans la classe de division c'est 3 par exemple. Et bien j'obtiens 4. Donc le reste de la division va être 4 cette fois-ci. Et si je prends un nombre dont le reste de la division c'est 2, je lui ajoute un dont le reste c'est 3, on aura 2 plus 3 c'est 5. Mais 5 lui-même, il est divisible par 5. On aura 0. Si je prends par exemple 3 et 4, 3 plus 4 c'est 7. 7 est divisible par 5, il reste 2. Donc le résultat sera égal à 2 modulo 5, etc. Donc c'est comme ça, on peut construire en quelque sorte une table d'addition dans Z5. Voilà. Comme on a défini une addition, on peut définir également une multiplication. Donc en faisant directement la multiplication, et on voit qu'est-ce que ça donne modulo m. Toujours on s'intéresse par exemple dans Z5, modulo 5, la division par 5. Si vous prenez un chiffre dont le reste de la division c'est 0, vous le multipliez par n'importe lequel, par n'importe quel autre nombre, et ben ça donnera toujours un multiple. Donc le reste de la division sera toujours égal à 0. Si on prend un nombre dont le reste de la division par exemple par 5 c'est 2, je multiplie par un autre nombre dont le reste de la division c'est 3. 2 fois 3 ça donne 6, le reste de la division de 6 par 5 ça donne 1.
Voilà, donc on peut dire 2 fois 3, c'est égal à 1 en quelque sorte, mais 2, ce n'est pas le vrai 2, c'est juste un nombre. Dans la classe 2, dans la classe de tous les nombres, dont le reste de la division par 5 égale à 2. Je multiplie par 3, ça donne 1. Je multiplie donc pas par le vrai 3, je multiplie par les nombres qui appartiennent à la classe 3, par les nombres dont le reste de la division par 5 égale à 3, etc. Si je prends 3 par 4, ça donne 12. 12 divisé par 5, ça donne 10. Il y aura un reste de division qui est égal à 2. Voilà. Dans ce tableau, on remarque la chose suivante, c'est que par exemple, 2 par 3, ça donne 1. Ça donne 1, donc on peut dire 3, c'est l'inverse de 2. Et on peut dire aussi que 2, c'est l'inverse de 3. Voilà, donc c'est une remarque très utile lorsqu'on va résoudre des équations qui font intervenir le modulo. Donc l'inverse n'existe pas toujours, mais s'il existe, il va être unique. Donc l'inverse, s'il existe, il va être unique. On fait remarquer qu'on utilise la barre ici au-dessus du nombre lorsqu'on veut désigner tous les nombres d'une même classe, tous les nombres. Mais si j'écris 9 modulo 5 égale 4, je parle vraiment de 9, je ne parle pas de tous les nombres qui appartiennent à la classe 9, mais je parle de vrai 9. Et modulo 5, modulo 5 égale 4. Voilà, ou bien 4 égale 9 modulo 5. Donc pour l'addition, l'élément opposé à moins A, l'élément opposé à A, on peut le noter moins A, comme pour les nombres réels. Juste une notation, mais il y a une barre au-dessus. Il ne suffit pas de mettre un signe moins en fait, parce qu'il faut voir qu'est-ce que va contenir la classe de ces nombres-là. Donc, parce qu'il faut s'assurer que l'addition va donner toujours 0, va donner toujours un multiple de m. Prenons un exemple, trouver la valeur de x telle que 3x égale 4 modulo 5. Donc, en quelque sorte, on est en train de résoudre une équation avec x inconnu. Mais c'est une équation modulo. Avant de résoudre cette équation, on va parler de façon générale des propriétés qu'on utilise pour résoudre ce type d'équation. Donc, on va essayer donc de répondre à ces 4 questions. Ces 4 questions qui sont dans le tableau. Premièrement, compléter la table des restes dans la congruence modulo 9. Donc, on fait congruence modulo 9. Et on souhaite compléter la table. En gros, imaginons que x est congrué à 0 modulo 9, c'est-à-dire le reste de la division de x par 9, c'est 0. Alors 4x, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être 0, pareil. 4x, ça va être égal à 0 modulo 9. Imaginons maintenant 1 modulo 9. 1 fois 4, 4x, ça va donner 4 modulo 9. 2 fois 4, ça va donner 8 modulo 9. Maintenant, 3 fois 4, c'est 12. 12, c'est égal à 9, plus 3. Donc, on peut écrire que 4x, c'est égal à 3 modulo 9. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, 4 fois 4, c'est 16. Et donc, 9 plus 7, ça donne 16. Ensuite, 5 fois 4, c'est 20. Donc, ça donne 2. Parce que c'est 18 plus 2. 6 fois 4, c'est 24. 24, c'est égal à combien 24? C'est 18 plus 6. Ça. Ensuite, 7 fois 4, 28. 28, est-ce que 28 c'est un multiple de 9? Non, c'est 27 qui est un multiple de 9. Donc, ça sera 1. Et enfin, 8 fois 4, c'est 36. 36, c'est un multiple de 9. Pardon, 8 fois 4, c'est 32, c'est pas 36. 8 fois 4, c'est 32. Donc 32, c'est 27 plus 5. Voilà. Donc en gros, on vient de compléter la table des restes
Si je souhaite donc maintenant résoudre l'équation, par exemple, 4x égale 5 modulo 9, 4x égale 5 modulo 9, eh bien, c'est quoi? Où est-ce qu'on voit 5? On le voit ici. Ça veut dire que x, finalement, c'est 8 barres. Ce sont tous les entiers. La solution, si je vais résoudre cette équation, d'après le tableau, x va être 8 barres. Tous les nombres dont le reste de la division, c'est égal à 8. Donc le reste de la division par 9 est égal à 8. Je répète donc, les solutions de l'équation 4x égale 5 modulo 9, ce sont tous les nombres entiers qui sont égaux à 8 modulo 9, c'est-à-dire tous les entiers dont le reste de la division par 9 égale 8. On peut les noter 8 barres. Donc on voit ici que c'est vraiment le cas. Et 2, on voit que il n'y a aucun autre entier qui vérifie cette propriété. Il n'y a aucune autre classe d'entiers, parce que ça réellement c'est des classes d'entiers. Quand je dis 3, ce sont tous les membres qui sont dans le reste de la division par 9 égale à 3. Comme un entier, forcément dans une de ces classes, forcément, il n'y a pas autre chose. Hein. Donc il y a une seule solution, ce sont les entiers dont le reste de la division par 9 égale 8. Donc on peut écrire x égale 8. La classe 8, ce sont la classe de tous les nombres dont le reste de la division par 9 égale 8. Voilà donc la réponse à la question. Ce sont tous les entiers égaux à 8 modulo 9. Maintenant, regardons la troisième question. Troisième question, on remarque que 4 fois 7 est égal à 1 modulo 9. Résoudre sans utiliser la table des restes d'équation. Sans utiliser la table, on va essayer de résoudre l'équation 7x égale à 8 modulo 9. Donc ici, en particulier, on a la chance, c'est qu'on connaît l'inverse de 4, parce qu'ici on a, ou bien on connaît l'inverse de 7, parce qu'on a l'équation 7x égale 7x égale 8 modulo 9. Comme je connais un multiple de, comme je connais l'inverse de 7 c'est 4, parce que 7 fois 4, on nous dit que c'est 1 modulo 9. On nous dit que c'est ça. Donc je peux multiplier les deux équations, je ne l'ai pas dit, je vais le dire tout à l'heure, c'est qu'on a le droit de multiplier par un entier, ça va rester la même chose. La congruence va rester intacte. Donc 7x égale 8 modulo 9, je multiplie par 4 les deux côtés, j'obtiens 4 fois 7x égale 4 fois 8 modulo 9. Or, on a vu que 4 fois 7, c'est 1. Donc, il va rester en fait 1x. La même chose que x égale à 4 fois 8 finalement. 4 fois 8 égale 32 modulo 9. C'est équivalent à x égale 5. Modulo 9. Maintenant, quels sont les nombres qui sont égaux à 5 modulo 9? 5 modulo 9. Donc, il y a des membres, il y a juste la classe 8, donc équivalent à dire que x égale 8. Mais c'est pas 8, c'est la classe 8. C'est-à-dire tous les nombres, tous les entiers dont le reste de la division par 9 est égal à 8. On peut vérifier par exemple ici, si je prends x c'est 5, modulo 9. Si je remplace dans l'équation initiale, imaginons ici x c'est 5, enfin c'est 5 modulo 9, disons c'est 5, le reste de la division par 9 c'est 5, j'obtiens donc 5 fois 7 c'est 35, 35 modulo 9 c'est égal à quoi? 35 égale à quoi modulo 9? 35 divisé par 9, et ben ça va donner 27 plus 8. Donc oui, ça vérifie l'équation, c'est égal à 8 modulo 9, effectivement. La solution donc sont tous les entiers qui sont égaux à 5 modulo 9. Voilà.
Vous avez remarqué que j'ai utilisé une propriété ici, intéressante, c'est que si A égale B modulo M, A, B sont des entiers, alors je peux multiplier par un certain autre entier C, ça va être égal à CB modulo M. Si je fais A, je peux, donc si j'ai la première, je vais avoir la deuxième automatiquement. C'est cette propriété que j'ai utilisée ici. J'avais 7x modulo A égale 8 modulo 9. J'ai multiplié les deux quantités par 4. J'ai sauvegardé l'égalité. Ensuite, j'ai utilisé le fait que 7, c'est l'inverse de 4. Il est très important de remarquer qu'on peut passer de l'égalité modulo M d'en haut vers celle d'en bas, mais pas l'inverse. On ne peut pas aller d'en bas vers haut. En gros, on a le droit de multiplier par des entiers et sauvegarder l'inégalité, mais on n'a pas le droit de diviser. Ça, c'est très important. Exemple d'erreur qu'il ne faut pas faire. Prenons la question 4. Par exemple, 3x égale 6 modulo 9. Donc ici, on a fait une multiplication. Est-ce que, par exemple, je pourrais faire une division? Je divise par 3 égale 6 sur 3 modulo 9. Et donc, 3x sur 3, ça donne x égale 2 modulo 9. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Absolument pas. C'est un raisonnement faux. Il se pourrait que ça ne marche pas dans certaines situations, mais de façon générale, c'est faux. Lorsqu'on a une égalité modulo, on a le droit de multiplier par n'importe quel entier ici. Et ici, on va sauvegarder l'égalité. En revanche, on n'a pas le droit de diviser. Donc ici, par exemple, j'ai multiplié par 4, c'est correct, mais je n'ai pas le droit de diviser. On peut donner un exemple où ça ne marche pas. Donnons un exemple concret. Si je prends par exemple 2 fois 3 égale à 2 fois 1 modulo 4, c'est une égalité vraie. Donc 2 fois 3 c'est 6, c'est égal à 2 modulo 4, et 2 fois 1 c'est 2, c'est égal à 2 modulo 4. Mais en revanche, si j'essaie de diviser le côté gauche par 2 et le côté droit par 2, sur 2, est-ce que c'est égal à 2 fois 1 sur 2 modulo 4? C'est-à-dire, est-ce que 3 est égal à 1 modulo 4? Absolument faux. On voit que c'est absolument faux. 3, c'est égal à 3 modulo 4, ce n'est pas égal à 1 modulo 4. La division de 3 par 4 va donner un reste égal à 3. Vous voyez, donc on n'a pas le droit de faire une division, mais plutôt on a le droit de faire une multiplication. Donc on a vu le raisonnement à ne pas faire, l'erreur à ne pas faire, parce qu'en général c'est faux. Et même si par moment ça marche, exemple si vous faites 3x égale 6 modulo 9, si jamais je divise sur 3 ici, on obtient x égale 2 modulo 9. Admettons que ça marche, c'est-à-dire que vraiment vous vérifiez que le nombre les nombres qui sont égaux à 2 modulo 9 sont vraiment des solutions de cette équation, et bien peut-être il y en a d'autres solutions qu'on n'a pas vues. Donc, quand bien même sera vraiment une solution, quand bien même on trouverait une solution avec une démarche fausse, il se pourrait qu'il y a d'autres solutions. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'il faut résoudre ce type d'équation. Maintenant, comment on va procéder? On peut essayer de trouver l'inverse, par exemple. Est-ce qu'il y a l'inverse de 3? Comme ici, on a vu qu'il y a l'inverse de 4, c'était 7. Parce que l'inverse de 4, on a dit c'était 7, parce que 4 fois 7, ça donne 1 modulo 9. Mais l'inverse de 3, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'inverse pour 3. Donc, on ne peut pas utiliser le raisonnement qu'on a fait ici, parce que s'il y avait un inverse, le problème serait réglé. On va compléter la table de congruence, modulo 9, pour 3x. Ça nous donne, voilà, donc on voit très bien que 3 n'a pas d'inverse, il n'y en a pas de 1 ici. Il n'y a pas de 1 sur cette ligne. S'il y avait 1, on peut dire que 3 c'est l'inverse de... Et là, on pourra utiliser la technique précédente. Mais ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'inverse pour le nombre 3.
Voilà, donc pour résoudre l'équation, on a besoin de cette table. Et donc on va essayer de voir où est-ce que 3x est égal à 6 modulo 9. On voit qu'il y a première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité. Donc en gros, il y a trois solutions. Tous les nombres qui sont égaux à... il faut que x soit égal à 2 modulo 9, ou bien 5 modulo 9, ou bien 8 modulo 9. Donc il y a trois solutions. Donc trois solutions. X est égal. On voit donc très bien les solutions de cette équation avec la table des restes. La table des restes de modulo 9. Et on fait remarquer que la solution 2 qu'on a de tout à l'heure, c'est une véritable solution, parce qu'on a dit, on a fait 3x égale 6 modulo 9. On a divisé par 3, on a trouvé x égale 2 modulo 9. On a dit que ce n'était pas un bon raisonnement, c'était faux. Mais il nous a mené ce raisonnement faux, il nous a mené quand même à une solution. Sauf qu'il ne nous a pas amené à toutes les solutions. Puisqu'on voit bien que les solutions, il y en a trois. Il y en a 2 modulo 9. Tous les nombres dont le reste de la division par 9 égale à 2 en quelque sorte. Tous les nombres dont le reste de la division c'est 5. Et tous les nombres dont le reste de la division c'est 8. C'est ça les solutions de l'équation. Voilà, donc la remarque importante qu'on va faire, c'est que 1, quand on veut résoudre une équation avec congruence, la première des choses, c'est table des restes. Il faut penser à table de restes. 2, si on connaît l'inverse comme ici, l'inverse d'un entier, on peut l'utiliser en multipliant par l'inverse, en utilisant AB, A égale B modulo M, alors CA égale CB modulo M. On prononce C, c'est l'inverse de A. Ça, c'est l'inverse de l'entier devant la variable inconnue x. Comme ça va l'annuler. Et ici, par exemple, ça va l'annuler. Ça nous laisse juste x du côté gauche. Troisième remarque, on a le droit de multiplier par un entier à gauche et à droite, sauvegarder l'égalité modulo, mais jamais diviser. Pas de division. Revenons donc aux notes de cours. Le premier réflexe lorsqu'on n'a rien, on n'a pas d'inverse, c'est la table de reste. Donc les classes modulo 5, il n'y en a que 5, 0, 1, 2, 3, 4. Si c'est 0, eh ben, on obtient toujours 0. Si c'est 1, on obtient 3. Si c'est 2, 2 fois 3, c'est 6, on obtient 1 modulo 5. 3 fois 3, 9, on obtient 4 modulo 5. Et 4 fois 3, c'est 12, on obtient 2 modulo 5. Et ainsi de suite. Et la solution 3x égale 4 modulo 5, on voit bien, ce sont tous les entiers qui sont égaux à 3 modulo 5. Voilà. La solution. Maintenant, parlons de l'existence de l'inverse d'un élément qui appartient à Zm, c'est-à-dire d'une classe finalement, d'une classe d'entier. Est-ce qu'il existe son inverse? L'existence serait intéressante parce qu'on a vu par exemple comment résoudre l'équation en utilisant l'inverse sans passer par la table de reste. Ben, il y a un théorème qui nous dit cet inverse va exister si et seulement si, c'est-à-dire une condition nécessaire et suffisante de son existence, c'est que le plus grand commun diviseur entre A et M soit égal à 1. Donc ils vont être premiers entre eux, en quelque sorte. Alors le plus grand commun diviseur entre A et M, c'est 1. C'est le cas ici par exemple. Pour 4 et 9, le plus grand commun diviseur entre 4 et 9, c'est 1. On a vu que 4, et là un inverse, c'est 7. Alors que pour le deuxième exemple, le plus grand commun diviseur entre 3 et 9, c'est pas 1, c'est 3 lui-même. Donc ici 3 ne va pas admettre d'inverse. 4 admet un inverse alors que 3 n'admet pas d'inverse. Voilà, donc il y a un théorème qui nous dit qu'il faut juste que le plus grand commun diviseur soit égal à 1. Voilà, donc pour trouver l'inverse, il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme d'Euclide. Donc on peut l'utiliser pour trouver l'inverse.
Un des corollaires, de ce théorème, c'est que si m lui-même est un nombre premier, c'est-à-dire là uniquement du diviseur 1 lui-même, dans ce cas-là, toutes les classes de Zm possèdent un inverse multiplicatif. Tous. Maintenant, résoudre l'équation 16x égale 7 modulo 27. Premièrement, essayons de trouver un inverse. On ne va pas utiliser l'algorithme d'Euclide. On va juste essayer de multiplier 16 par 1, par 2, par 3 pour voir est-ce qu'on va avoir 7 modulo 27. Par exemple, 16 par 2. 16 par 2, ça donne 32. 32. Donc ici, on ne va pas faire avec Euclide dans cet exemple. On va donner directement l'inverse. Donc on remarque, si vous voulez, que 16 fois 22, c'est égal à 1 modulo 27. Vous pouvez faire la vérification. En d'autres termes, 22, c'est l'inverse de 16. Comment donc on va résoudre l'équation? On va multiplier par 22 les deux côtés. La solution, donc, ça va être tout le nombre 19 modulo 27. On va revenir sur l'algorithme d'Euclide plus loin dans le cours. Et pour l'instant, donc, on suppose qu'on a trouvé facilement l'inverse de 16 ici qui était 22. Puis le reste, c'est bon. Donc, même problème, trouver la valeur de x si possible telle que 9x égale 8 modulo 41. 9 et 41, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Donc les diviseurs de 9 sont juste 1, 3 et 9 lui-même. 41, est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Est-ce qu'il est divisible par 9? Non. Donc 9 PJCD entre 9 et 41 est égal à 1. En gros, toutes les classes, en gros 9 va admettre un inverse. 41 lui-même c'est un nombre premier, donc normalement toutes les classes vont admettre un inverse. Il suffit de trouver cet inverse. C'est quoi l'inverse donc de 9? Ici l'inverse donc de 9 c'est 32. Voilà donc vous pouvez le vérifier. Donc comment on va résoudre l'équation suivante? On a 9x égale 8 modulo 41. Je multiplie par 32. Et la solution, ce sont tous les entiers égaux à 13 modulo 41. C'est ça la solution de... Parlons du code de Leun. Le code de Leun utilise l'algèbre modulaire. Il permet notamment de vérifier ou de valider des nombres figurant par exemple sur les cartes d'assurance, les permis de conduire, etc. Notamment pour éviter les erreurs. On fait un codage de ces nombres avec un chiffre vérificateur qui se base donc qui utilise les notions de modulo. Ça permet notamment donc de détecter facilement les erreurs, que ce soit des erreurs de saisie, etc. C'est le cas par exemple des cartes d'assurance et des cartes bancaires. Considérons les cartes d'assurance sociale au Canada, donc avec un NAS.
qui est composé de 9 chiffres, eh bien, les 9 sont pas attribués, les 9 chiffres ne sont pas attribués au hasard. En tous les cas, le dernier chiffre est un chiffre vérificateur qui permet justement éventuellement de détecter rapidement des erreurs de saisie lors de la saisie donc d'un numéro, d'un NAS. Alors, comment il est codé le NAS? Il est codé de la manière suivante. On prend les chiffres en position impaire à partir de la gauche. À partir de la gauche. Comment il est codé le NAS? D'abord, on prend les chiffres en position impaire de gauche à droite et on les additionne. On fait la somme tout simplement. Ensuite, on prend les chiffres en position paire cette fois-ci et on les multiplie par 2. Chacun donc sera multiplié par 2. Ensuite, on additionne les chiffres. Hein. Par exemple, si on trouve 12, eh ben, on additionne 1 plus 2. Donc, on va avoir un résultat en premier, un résultat en second. Si le total modulo 10 est égal à 0, si le total est un multiple de 10, le NAS est conforme. En d'autres termes, lorsqu'on construit le NAS, on construit les 8 premiers chiffres, et le dernier, on le met de sorte que le résultat de ce calcul soit égal à 0 modulo 10, soit un multiple de 10, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Donc voilà un exemple concret. Prenons l'exemple précédent. Ça, c'est la position, ça, c'est le NAS lui-même. Donc, on a dit, on prend tous les chiffres en position impaire. Donc, première étape, on additionne tous les chiffres en position impaire. Donc, on additionne le premier chiffre, le troisième, le cinquième, et le septième chiffre, et le neuvième chiffre. Ça nous donne 18. Ensuite, on prend les chiffres en position paire, chacun on le multiplie par 2, et puis on additionne. On n'additionne pas les résultats, mais on additionne les chiffres obtenus. Par exemple, ici, 7 fois 2, c'est 14. On n'additionne pas 14, mais on additionne 1 plus 4. Donc, l'addition de cette deuxième étape va donner 22. On voit que 18 plus 22, c'est un multiple de 10, est égal à 0 modulo 10. Donc, ce code, ce NAS, est un NAS valide. Maintenant, détermination du chiffre de vérification. Donc, il y a un chiffre de vérification qui est X, c'est le dernier chiffre. On peut le déterminer pour que le NAS soit valide. Donc, le même principe. On additionne tous les chiffres impairs. On obtient 18 plus X. On additionne tous les chiffres pairs après les avoir multipliés par 2 et après avoir additionné chiffre par chiffre. On obtient 15. On obtient 15. Et là, on a donc X, 33 plus X modulo 10. Il faudra que ce soit 0. Il faudra que ce soit un multiple de 10 en quelque sorte. Ça veut dire que X doit être égal à 7 pour que ce soit vrai. Donc on peut résoudre l'équation en quelque sorte. 3 plus X égale 0 modulo 10. Et le résultat, c'est que X est égal à 7. Le chiffre vérificateur devrait être égal à 7. Bien sûr, dans le NAS, le premier chiffre indique la province. Ainsi de suite. Puisque donc, les NAS sont rentrés généralement à la main, le fait de coder ces chiffres, on détecte beaucoup d'erreurs, la plupart des erreurs en fait. Il se pourrait qu'on fasse une erreur de sorte que vraiment, on aurait quand même un résultat modulo 10 égale 0.
mais en général, ça tombe jamais. En général, ce n'est jamais le cas. Voilà. En général, c'est jamais le cas. Donc, par exemple, ici, si l'erreur est survenue 5, on voit que le résultat, c'est pas égal à 0 modulo 10. Mais s'il y a plusieurs erreurs, avec une probabilité très 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 faible, mais on pourra quand même, avec plusieurs erreurs, on pourra tomber sur un code où la machine va penser que c'est un code correct, puisque le résultat du code de l'un, ça va être 0 modulo 10. Donc ici, par exemple, si on peut entrer 4 erreurs à la fois, et ben, on trouve en fin de compte la somme c'est 30, c'est égal à 0 modulo 10, on pourra penser que le code est correct, alors que c'est pas le cas. Voilà. Mais c'est une situation très 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 rare. Voilà. Donc il existe à peu près 10 puissance 8 possibilités. C'est 10 puissance 8 moins 1, 999 900, plutôt 99 999 999 possibilités pour un numéro de NAS. Alors, donc le code de l'un permet effectivement d'identifier un NAS qui est valide, mais ce n'est pas que le fait qu'un NAS valide ne veut pas dire qu'il existe. Il se pourrait qu'il ne soit pas encore attribué pour l'instant. Donc la validité d'un NAS ne veut pas dire son existence. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de faire déterminer si le NAS suivant est valide? Donc mettez la capsule en pause et ensuite venez voir le corriger. Donc dans l'exemple 5.5, j'ai trouvé un NAS valide. Vérifiez les calculs quand même. J'ai pas checké. Donc je vous demande de vérifier à ma place. Dans le deuxième exemple 5.6, toujours vous mettez en pause et puis vous vérifiez les calculs que je vais faire. Donc l'exemple 5.6, j'ai trouvé un code égal 8. Et également, je vous demande de vérifier les calculs. Je les ai fait une seule fois. Merci de les vérifier. Les cartes de crédit, le même principe. Donc il y a un code de l'un qui est utilisé pour vérifier la validité. Bien sûr, il y en a beaucoup plus de chiffres. Hein, donc on a 16 chiffres dans les cartes de crédit. Et bien sûr, il y a des chiffres qui ont certaines significations. Par exemple, ces premiers chiffres, on identifie l'institut bancaire. Les 9 chiffres suivants, donc les 6 premiers chiffres, ça identifie l'institution. Les 9 suivants, ça identifie la personne qui détient, le détenteur de la carte. Et le dernier chiffre, c'est justement un chiffre vérificateur qui permet de détecter notamment les erreurs lors de la saisie de carte. Le dernier chiffre est donc un chiffre de vérification. Le code barre. Le code barre également, donc le code barre, déjà, vous savez que ça permet d'identifier les produits. Donc il y a les chiffres, il y a un lecteur optique qui permet de lire les barres, traduit ça en chiffres, et puis les chiffres ont un sens. On utilise un certain codage justement. Dans ce codage, chaque chiffre est codé par 7 barres. Okay, donc 7 barres en alternance comme ça, noir, blanche, noir, blanche, noir, blanche. Pour chaque chiffre, on voit 7 barres. Bien sûr, ce n'est pas le codage binaire en informatique, c'est un autre codage. Admettons, c'est ça le codage 1, 0, et ça donne 4 par exemple. Ça donne 4. Donc ces 7 barres veulent dire 4, et puis cette autre barre, ils veulent dire 1, cette autre barre veut dire 9, etc.
Ça permet donc un code de LUN pour un code barre, ça permet la détection des erreurs, par exemple. Pour un lecteur optique qui lit mal une barre, hein, si le code de barre n'est pas très, par exemple, un petit peu altéré ou effacé, qui a une mauvaise lecture, la vérification donc des chiffres avec un chiffre de vérification, ça permet justement la détection des erreurs. Dans ce cas-là, du code barre, ce sera les erreurs du lecteur optique. Ou éventuellement les erreurs de saisie, si jamais le code barre a été saisi manuellement. Donc pour le code barre ou le code ISBN, ils sont basés sur toujours le code de LUN pour la vérification des chiffres. Mais il y a quelques petites différences. Par exemple, pour le code ISBN qu'on utilise pour les livres, donc pour le code ISBN, le nouveau code dans tous les cas, ils sont sur 13 chiffres. Les 3 premiers chiffres, ils désignent c'est un 978 ou 979 pour désigner les livres, donc pour dire que ce produit c'est un livre. Ensuite, les 9 chiffres suivants se vont séparer en 3 groupes, de chiffres. Hein. On va ici. Donc on a le code ISBN ici. Il commence par 978 pour désigner, pour dire que c'est un livre. Ensuite, on a 3 blocs de chiffres. Qui désignent donc les 3 blocs et peuvent désigner l'origine du livre, la maison d'édition et un code pour identifier le livre lui-même. Le dernier chiffre, donc ici, c'est un chiffre de vérification. Le dernier chiffre, c'est un code vérificateur. Donc si le système de vérification, donc la code de LUN, se base sur le dernier chiffre qui est le chiffre de vérification, et ça permet de détecter donc les erreurs. Dans ce cas-là, regardons maintenant un exemple. Prenons ce code ISBN. Le premier 978 nous indique que c'est un livre. Ensuite, le 2 correspond à un livre venant d'un pays francophone. Les chiffres 266 identifient la maison d'édition, qui est Pocket. Les chiffres 11802 identifient le livre lui-même. Et le dernier chiffre est un chiffre vérification. Voici comment on vérifie. Comment peut-on vérifier donc, un code ISBN? D'abord, on prend les chiffres en position impaire à partir de la gauche et les additionner, comme on a fait pour un NAS, exactement pareil. On prend les chiffres en position paire à partir de la gauche, les multiplier par 3, non pas par 2, et les additionner cette fois-ci, non pas additionner chiffre par chiffre, les unités de dizaine avec les unités elles-mêmes, mais non, là, on additionne vraiment les chiffres. On additionne les deux sommes obtenues avec les chiffres en position paire et impaire, et on regarde, il faut que ça soit, le reste de la division par 10 doit être égal à 0. Donc ça doit être égal à 0 modulo 10. Donc prenons un exemple concret. Prenons ce code.
On additionne donc d'abord tous les chiffres en position impaire. Ensuite, les chiffres en position paire, on les multiplie par 3. Chacun en multiplie par 3 et ensuite on les additionne. Ce qui revient à la même chose que de les additionner tous et de multiplier le résultat par 3. Donc on trouve les deux sommes. On additionne les deux sommes. On voit que c'est égal, c'est un multiple de 10, donc c'est égal à 0 modulo 10. On voit que c'est 0 modulo 10. Donc ce code SBN est un code correct. Comment fait-on pour déterminer si le code de comment pour trouver le code de vérification? Si on souhaite attribuer un code SBN, donc on aimerait savoir quel code on devrait attribuer au chiffre de vérification, quel numéro attribuer. Eh bien, admettons, donc le dernier chiffre, ça sera x. On additionne tous les chiffres en position impaire, on trouve donc 38 plus x. Ensuite, on additionne tous les chiffres en position impaire, on les multiplie par 3 et on trouve 81. Et là, donc, on a 38 plus x plus 81 devrait être égal à 0 modulo 10, ou bien x égale à moins 119 modulo 10, c'est-à-dire tout simplement x c'est 1. Il faut que x soit être égal à 1. Lorsque je l'ajoute à 119, on obtient un multiple de 10. Exemple 5.7 et 5.8, vérifiez donc, mettez la capsule en pause et faites le travail avant de vérifier votre résultat. Donc, dans le premier, on a trouvé le code est correct. Je vous demande de vérifier les calculs quand même. Là, trouvons le chiffre de vérification. Dans l'exemple 5.8, j'ai trouvé le code égal 3. Je vous demande également de vérifier les calculs, s'il vous plaît. Donc, le code de l'UPC, Universal Product Code. Donc, c'est un code barre. Comme on a dit, donc, il y a des barres verticales blanches et noires. Et chaque chiffre est codé sur 7 barres. Donc, le code UPC utilise 12 chiffres, plutôt au lieu de 13. Comment on valide un code UPC? C'est la même chose que le code SBN, excepté qu'on multiplie le nombre en position impaire par 3, plutôt qu'en position paire. Donc c'est presque pareil, c'est juste que c'est le nombre en position impaire qu'on multiplie par 3. Ce n'est pas les chiffres en position paire. Voilà, donc exemple ici, on prend le chiffre en position impaire, donc ici par exemple 0, 9, 4, 8, 4, 4, 9. On peut les additionner tous à l'avance et multiplier tout par 3. On trouve 87. Ensuite, on additionne tous les chiffres en position paire. Donc 5, 7. Sans les multiplier cette fois-ci, on obtient 43. Et l'addition des deux, on voit que l'addition, ça donne 0 modulo 10. Donc ce code IPC est un code valide.